L'émission d'entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, ليكم والعزاز عليكم. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mohamed Al-Arabi Marhoum, architecte. Mohamed Al-Arabi Marhoum, bonjour. Bonjour. Plaisir de te recevoir à nouveau à Radio M. Cette fois, c'est pour une grosse actualité. Tu exposes tes 25 ans et des poussières de carrière d'architecte. Mohamed Al-Arabi Marhoum, pourquoi tu fais cet événement? Parce que tu as des choses forcément à dire au bout de 25 ans d'exercice. Ben oui, je me suis réveillé en 2018 avec un petit calcul. Je me suis dit, ça fait 25 ans que je fais ce métier libéral qui date aussi de 25 ans. La profession a retrouvé l'ordre des architectes en 94-95. On est aujourd'hui 8000 architectes à exercer, donc on doit être au moins 25 000 si tu comptes à partir de 95. Et il y a absolument, à part le cadre bâti que tout le monde vit, dénigre, aime, n'aime pas, il n'y a pas de traces écrites ou de témoignages de ce que c'est que ce métier qui existe depuis 25 ans. Alors toi, tu as fait les choses en grand. Tu as loué une galerie, la galerie S. Paco à Draria, oui. Où on pourra voir l'œuvre de ton cheminement, tes œuvres, tous les jours pendant un mois. Tous les jours jusqu'au 18 juin, la matinée, le soir, et on va organiser des rencontres thématiques. On en a déjà organisé une avec les jeunes architectes, les très jeunes architectes et même les étudiants architectes. Ça s'est passé il y a quelques jours. On va organiser 3 ou 4 rencontres thématiques, un peu pour rassembler les architectes, les non-architectes, tous ceux qui sont concernés par le cadre bâti et tous ceux qui sont concernés par l'avenir de ce pays. Alors, j'imagine que c'est un moment d'introspection parce que tu as revisité la signature MLM. Oui. Et pour commencer par la fin, la trajectoire, c'est une trajectoire, c'est né avec le retour à l'architecture libérale. Tu t'es plutôt éclaté ou après 25 ans, tu te dis qu'il y a beaucoup de choses que tu aimerais encore signer et faire différemment? Après 25 ans, j'ai compris que c'était un métier d'ancrage, dans un territoire, dans des bureaux d'administration. C'est-à-dire, on le fait en Algérie avec les Algériens, avec l'administration algérienne, avec les maîtres d'ouvrage algériens, avec les entreprises algériennes. Et donc, c'est difficile de poser un regard, de dire j'ai réussi, j'ai pas réussi, j'aurais fait, j'aurais pas fait. J'estime que j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et je continuerai d'essayer de faire ce qu'il faut faire. Alors, un architecte qui s'épanouit, un architecte qui laisse une œuvre, qui signe un itinéraire, c'est plutôt un architecte qui a eu de la chance d'avoir de bons maîtres d'ouvrage, de bons clients. Pouyon a eu Boumdine qui était relativement éclairé, qui lui a permis de faire ce qu'il a fait. Je pense à cet exemple parce qu'il est connu, oui. Il est populaire en Algérie. Est-ce que tu dirais que c'est le premier critère d'un bel itinéraire? Oui, c'est l'idéal d'avoir une espèce de complicité avec si le cadre politique et l'environnement politique participent à fabriquer de la bonne architecture, c'est génial. Ça, c'était valable du temps de Boumedienne, il y avait cette volonté de confier de grandes opérations à de grands architectes. Quand il a fallu faire des universités, Boumedienne a appelé Niemeyer, a appelé Quinzotan. Quand il a fallu restructurer et inventer tout le secteur du tourisme, il a appelé Pouyon. Bon, en même temps, on pourrait se demander, parce qu'il existait des architectes algériens qui étaient coincés dans des bureaux d'études publiques, on a l'impression qu'il leur déléguait un certain nombre de projets qu'ils considéraient comme soit étant des projets de second degré, soit des projets qui ne méritaient pas qu'on y accorde beaucoup d'attention. Ça veut dire que déjà là, l'architecte algérien était considéré comme un faiseur de basse besogne, et on est resté à traîner avec cette idée. Mais c'est vrai que l'intervention de Pouyon, de Quinzotan, Gouné Meyer a apporté un éclairage sur l'Algérie, a apporté un bout de culture architecturale, et on en est tous fiers. Après, on est passé à une économie de marché où il y a la concurrence, il y a la loi, il y a le code des marchés publics, où les choses se passent théoriquement de manière organisée et concurrentielle, mais connaissant l'état du pays depuis 20 ans, les textes sont là, les règles sont là, mais on a pendant 20 ans
on a pendant 20 ans fabriqué une espèce de logique informelle et parallèle aux logiques qui sont posées, qui font que, effectivement, faire un bon projet tient plus de la rencontre, de l'accident, que de la chose normale, que de la norme. Alors, on va y revenir, la rencontre et l'accident, à la sortie de l'EPO, on va sauter sur la période étudiante, parce que il y aura peut-être des choses que tu dirais sur cette période-là qu'on peut pas assumer sur cette antenne. Non, je dirais quelque chose. Je dirais qu'on est la première promo, enfin, ma génération d'étudiants en architecture, on est arrivé avec, j'allais dire, les répercussions de mai 68. C'est-à-dire les répercussions de mai 68 en architecture, en urbanisme, c'est le retour à la ville, c'est le retour aux sciences humaines dans l'architecture. Ça s'est passé en France dans les années 70, 71, 72. Et chez nous seulement au début des années 80. C'est arrivé, ce vent d'urbanité, d'histoire, c'est-à-dire que l'architecture, c'est pas poser des murs et construire, mais c'est un acte culturel, social, économique, c'est porter du sens, c'est réfléchir sur l'histoire. Ça a débarqué chez nous vers la fin des années 70, début des années 80. Le moment où tu arrives à la fin. Par rapport à nos aînés qui, eux, étaient formés plus pour dessiner des villages socialistes. Donc nous, on est arrivé avec une espèce de regard critique sur l'histoire de l'architecture, sur l'architecture. Donc, entre guillemets, on a commencé à comprendre que le métier d'architecte pouvait aussi être un métier d'intellect et pas uniquement un métier d'ingénieur. Donc, on a un regard sur l'architecture, sur l'histoire, sur le territoire qui est différent par rapport à nos aînés. Et donc, on trimballe un peu cet héritage et cette espèce de complexité du métier qu'on assume. Ça a commencé un peu avec les gens de mon âge. Oui. Et il y avait des professeurs qui portaient ce regard différent. Il y avait l'Aïrahmou Hamidou Gouadfel, il y avait l'Aïrahmou Qassim Mahrour, il y avait Jean-Jacques Deluz, il y avait... Auquel tu rends hommage dans cette super magnifique brochure qui est dédiée à l'exposition et que on pourra avoir... Il y avait Sherif Hamouche qui nous a expliqué que l'architecture c'était le moyen le plus rapide d'arriver à Dieu, enfin l'histoire de... Voilà, donc on avait ce regard un peu métaphysique sur cette profession, un regard un peu profond sur cette profession, que l'enseignement de l'architecture post-indépendance directement, qui était très machiniste, très boumdiniste, quoi, c'est-à-dire très fonctionnaliste, pur et simple, on construisait des écoles, des machines. Les urgences, mais il y avait quand même une volonté de dévitaliser cette profession de son côté intellectuel, historique, critique. C'est-à-dire qu'on était des agenceurs de murs. Et c'était, je pense, politiquement admis, parce que les architectes ont toujours eu un problème avec le pouvoir. Je veux dire, en 88, les premiers qui ont payé, c'est les architectes. Je veux dire, qui est tout le temps accolé à quelques... Pourquoi les architectes auraient un pouvoir? Parce qu'ils ont tout le temps été de gauche, étaient très à gauche. Et donc, on a des messieurs comme Chabat, comme Cherkit, qui ont payé qui ont même été torturés en 80. Je veux dire, la profession d'architecte, elle reste une profession marquée par une espèce d'opposition au pouvoir qui est comme ça générique. Mais cela n'interdit pas des architectes critiques de gauche de dessiner des bâtiments souverains. Ah, bien sûr. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'architecture de gauche et d'architecture de droite. Il y a une bonne architecture et une architecture de merde, point. Alors, les hasards, tu as évoqué les hasards des rencontres qui peuvent permettre de faire de la bonne architecture, donc d'avoir un bon maître d'ouvrage qui vous demande quelque chose, qui vous permet de vous exprimer et d'être dans la créativité. Alors, dans l'histoire de Mohamed Al-Arbi Marhoum, il y a, alors j'ai lu, une référence qui va te permettre de signer éventuellement d'autres bâtiments. La référence, c'est le siège du CPA de STEF. Comment c'est arrivé le siège de la CNEP, c'est TIF. CPA, c'était parce que je parlais du CPA juste dans l'émission d'avant. C'était la CNEP, bien sûr. Eh ben, ça, c'est, à l'époque, la CNEP avait lancé une politique immobilière pour mettre des directions régionales et tout ça. Ils avaient lancé des concours. Et à l'époque, c'était un ancien prof de l'école, Mustafa Boudiaf Khair, qui est passé directeur de la direction immobilière de la CNEP. Et donc, il a voulu lancer un vrai concours d'archi, avec un vrai jury d'architectes. Et c'était la seule fois où on lançait d'abord un concours en 2 temps, c'est-à-dire sur esquisse et sur avant-projet, et c'était la première fois où les jurys étaient connus. Vous allez être jugé par X, Y, Z, des personnalités comme Azouz, Hamid Gouadfel, Sherif Hamouche, des gens qui étaient au-dessus de tout soupçon. C'est-à-dire que tu pouvais absolument pas penser qu'ils pouvaient magouiller avec l'un ou l'autre des concurrents.
toute façon, cette méthode de concours, c'est celle qui se fait partout à l'étranger. Il y a que chez nous, on a le culte du secret on connaît pas le jury. Et du Viber et du machin. Bon, mais donc, il a posé une équation pour vraiment pouvoir proposer de l'architecture. À l'époque, c'était mon premier projet. Je terminais mon service civil, puis mon service militaire. Donc, je suis sorti de la caserne fin 92, début 93. Je suis allé chercher mon autorisation d'exercice à l'époque au ministère de l'Habitat. Et je participais à ce concours avec... à titre d'indépendant? Ah oui, j'étais déjà installé à titre indépendant. Il n'y avait pas dans l'ordre des architectes. On avait une autorisation du ministère qui nous permettait d'exercer. Et à l'époque, il y avait les chamboulements économiques, donc il y avait l'ouverture sur le privé. Et cette ouverture sur le privé a permis qu'il y ait des concours d'architecture et qu'on soit éligible à participer au concours d'architecture, alors même qu'il y avait encore de très très grosses machines publiques qui exerçaient, qui avaient encore le monopole d'un certain nombre de choses. Et c'est toi qui a gagné ce concours? On a gagné ce concours et c'était mon premier bâtiment. Tu dis on parce qu'il y avait déjà du monde avec toi dans ton cabinet? Non, je dis on parce que c'est du mal à dire je, c'est D'accord. tout. Ouais, donc c'est une déformation. Tu appelles ça de l'immodestie? Comment tu as appelé ça tout à l'heure? De l'immodestie. De l'immodestie. Non, ça c'est de l'immodestie en l'occurrence. Voilà, donc on a démarré avec ce projet et je te cache pas que le maître d'ouvrage avait très peur d'avoir un jeune architecte à peine 28 ans, 29 ans qui débarquait sans aucune référence construite pour faire un projet le plus important de la CNEP à l'époque, parce que c'était le plus grand bâtiment de la CNEP, à part les bâtiments qu'ils avaient déjà, le Khalifa Bou Khalfa, machin, c'était le premier siège, bien avant la direction générale de la CNEP d'aujourd'hui. Mais les choses ont bien marché. Elles ont bien marché. C'est là où la rencontre est importante. C'est là où parfois tu te rends compte que c'est un métier d'ancrage. Parce que quand je débarque à Sétif et que je dis que je m'appelle Marhoum et que mon père Allah yarhamou, c'est lui qui avait ouvert l'école Fatah Jamiat al-Ulama al-Timma. Donc c'est lui qui a formé toute l'intelligentsia sétifienne. Le maire était un élève. Donc déjà. Gal, on peut lui faire confiance, il est chez nous. Après, quand il fouille un peu et qu'il voit un petit peu que j'ai quelque chose à voir avec Shahid, l'Arbi Ben Mehdi, donc du coup, on a un rapport de confiance. Oui. الحوايج هادو ما كاش في فرنسا ولا في الالمان ولا تقولوا يعرف باباك يدير فيك confiance. مش منها, il y a des lois, il y a des règlements. J'aurais pu merder de bout en bout. Alors, ça va beaucoup compter ce siège de la CNEP à Sétif, puisque un beau matin, moi, c'est un texte que j'ai lu avec énormément de plaisir et un sourire au coin, en déambulant dans l'exposition, dans l'espace qui est consacré à cela, l'espace Espaco à Draria. C'est le coup de fil que tu reçois du Wali de Sétif, de Bourges, qui cherche après l'architecte qui a signé le siège de la CNEP. Et tu vas te retrouver chargé de faire l'étude pour le nouveau siège de la wilaya de Bourj Barerij. Est-ce qu'on peut citer son nom? Oui, il s'appelle Nordin Bedoui. Ça se passe en 95, 96. Ça se passe plutôt, on a livré le bâtiment en 99, donc je suppose que ça doit se passer aux alentours de 2001 à peu près, comme ça. Non, ça se passe avant. Le coup de fil. Le coup de fil 2001. On avait déjà livré le bâtiment. Et tu roulais en Matisse en 2001, tu n'étais pas plus riche que ça? Non, j'avais récupéré la garantie de bonne exécution qui faisait 490 000 dinars et une Matisse coûtait 490 000 dinars. D'accord, voilà. Parce que c'est avec la Matisse que tu vas voir le Wali. Exactement, que je débarque le matin pour voir le Wali. Il était jeune. C'était assez impressionnant d'avoir un jeune Wali qui m'a reçu très très bien. Et on a fait un petit bout de chemin ensemble parce qu'il avait récupéré un terrain que les promoteurs convoitaient au centre il avait débarrassé des bidonvilles. Il avait un programme, à l'époque il y avait des programmes son bureau qui étaient un peu éparpillés dans toutes les wilayas. D'ailleurs, le programme son bureau d'Alger, il a servi à faire le ministère des Finances. C'est un vieux programme de son bureau. Et on avait comme ça des programmes types qui étaient éparpillés dans les wilayas. Et comme Houma, il squattait la CNAS ou la Casnos depuis 84, donc il voulait construire un immeuble pour la wilaya. Et donc c'est comme ça. Donc il a demandé qui c'est qui a fait ce projet. On lui a dit c'est Monsieur Marhoum. Tu s'attendais à trouver quelqu'un d'aussi jeune? Je pense qu'on était surpris tous les deux. Moi, de trouver un Wali aussi jeune et lui de trouver un architecte aussi jeune. Alors, dans ton exposition, tu en parles comme un échec. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en parle comme un échec
Parce que on a bien commencé à bosser avec Nourdine Bedoui, de manière un peu clandestine, parce qu'à l'époque, il y avait une instruction comme quoi il ne devait pas dépenser de l'argent pour des équipements publics. Donc on a bossé un peu au noir. D'ailleurs, je ne sais même pas si on a le permis de construire pour ce projet. Après, il y a eu la campagne, la deuxième campagne en 2004 de présidentielle, où le président Bouteflika était en pleine forme et donnait des leçons d'architecture un peu partout. Et donc, il a fallu lui présenter le projet et tout le monde avait la trouille parce que c'était compliqué. Il posait des questions sur des chiffres, le machin était insupportable. Alors, on trouve dans l'exposition une photo de toi, Mohamed Labib. Présentant le projet au président Bouteflika, oui. Président Bouteflika, tu es en costume cravate. On m'avait prêté la cravate et on m'avait acheté une chemise, oui. D'accord. Ouais. Et tu as réussi à le convaincre, ça a pris 30 minutes. Ça a pris 30 minutes. À l'époque, à l'époque, on m'avait donné, 15 chiffres à retenir parce qu'ils posaient des questions sur les délais, les machins, les consommations, les trucs, parce qu'ils avaient fait un certain nombre de projets autour. Et je leur ai dit, écoutez, pour retenir ces chiffres-là, les millions de dinars et tout, tenez vos chiffres, je sais faire. Je sais faire parce que je connais un peu. Tu l'as amené sur le terrain? Écoute, tu lui parles au conditionnel, subjonctif et tout, il va oublier les chiffres et il faut juste monter d'une gamme dans le discours et il va oublier de vous emmerder avec les chiffres. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'en ai profité parce qu'il m'avait posé la question pourquoi est-ce que là on avait dessiné une belle esplanade ouverte sur la ville et tout ça et il m'a dit c'est les problèmes de sécurité, les problèmes de ceci, de cela, et je commençais à parler pour lui dire, théoriquement... C'est un bien qui doit appartenir à la... Exact. S'il y a un problème de sécurité, c'est qu'un problème de gouvernance. Donc, théoriquement, les bâtiments publics ne devraient pas souffrir de ce genre de problème s'il y a une relation cohérente et normale entre celui qui gouverne et celui qui est gouverné. Et je tenais ce discours avec Zorhoni qui était derrière, qui regardait comme ça. Et après, avec un français très châtié. Et après, je sentais que le président, presque, il m'écoutait pas. Mais c'est-à-dire, c'est quoi? Déjà, les jeunes, ils nous considèrent comme des traîtres en puissance et que l'école algérienne n'a rien formé depuis qu'il est parti. Il t'a pas demandé la capitale de la Mongolie. Donc, il sentait, c'est quoi ce merdeux qui est en train de parler avec un français compliqué, me donner des leçons de politique et de gouvernance. Et voilà. Et après, il m'a posé une question avec un mot que je connaissais pas. Le mot jacquerie. Ça, c'est parce que tu n'as pas fait de militantisme de gauche comme tes collègues de l'époux. J'ai pas fait de militantisme de gauche. Parce que ceux qui ont fait le militantisme de gauche... Moi, je suis un libéral de gauche. Savent ce que c'est une jacquerie. Voilà. J'ai pas la culture indienne. Donc, il a complètement compris un tiers de seconde que ce mot, je l'avais compris avec une seconde de retard. Et là, la partie de Scrabble était gagnée. Il avait les 30 points. Et il m'a dit, merci, et il est parti. Et donc, mais ça, après, Bedoui a eu une promotion. Il est parti à Sétif. Il y a un débile mental qui l'a remplacé. Je citerai pas son nom. On va pas citer son nom. Qui était le vrai Wali, mais vraiment... Et donc, il a changé Il a commencé à modifier même la couleur des radiateurs. Il a commencé à s'occuper de la décoration de son étage à lui. Conséquence, tu as un enfant illégitime à Borj? Je crois que j'en ai un peu beaucoup. Ça s'est passé ailleurs aussi? Oui, ça se passe. Des maîtres d'ouvrage qui abîment l'étude. Oui. J'ai presque pas comment on appelle ça, d'attestation de bonne exécution. Parce que je finis toujours par clasher avec les maîtres d'ouvrage ou avec les entreprises et je termine pas mes chantiers. Attends, j'ai cru comprendre que parmi les événements que tu organises sur le site de l'exposition 25 ans, tu vas inviter les maîtres d'ouvrage. Il va pas y en avoir beaucoup. Ceux avec qui j'ai terminé les bâtiments en bon terme, il y en a pas beaucoup. Il y en a 2 ou 3. Il y a mon ami Dadra de la CNEP. Il y a mon ami Ahmed Belayat, ex-directeur du CNL, qui était directeur de l'OPJ de Borj quand on a fait les petits logements à court de Borj. Et il y a l'inévitable qui revient sur la scène, notre ami Taïb Zitouni, ex-maire d'Alger Centre, avec qui on a fait les 2 petits bâtiments à Alger. Très bien. Voilà, on va discuter de comment est-ce qu'on a pu faire ces bâtiments avec mon caractère, avec leur caractère. C'est quoi ce qui a pu fonctionner entre un maître d'ouvrage et un architecte, alors que nous sommes dans des environnements
où tout le monde s'accorde à dire qu'il est impossible de faire de l'architecture. Donc, Oui, mais qu'est-ce qui a marché? Quand on va à Draria dans l'exposition, on voit quand même, y compris les enfants illégitimes. Ah oui, il y en a plein. Tu finis un peu par les assumer. Non, je les assume. Mais je veux dire, les premiers temps, j'étais très malheureux de ne pas pouvoir terminer les bâtiments comme je voulais qu'ils se terminent. Après, j'ai compris que finalement, j'étais responsable de ce que je dessinais. Et quand on allait vers la réalisation, et qu'il y avait d'autres intervenants qui avaient autant de pouvoir, sinon plus de pouvoir que moi, eh ben, si ça matche pas et si l'équation ne marche pas et que le bâtiment part en vrille, j'ai appris à ne pas m'en vouloir à moi. C'est-à-dire, c'est pas une excuse, parce qu'il faut se bagarrer pour qu'un bâtiment se fasse, mais j'ai compris que mon utilité était de faire des bâtiments, essayer d'en faire le maximum de tentatives de faire des bâtiments. Alors, maximum de tentatives, c'est beaucoup de participation à des concours d'architecture. C'est avec la très mention, souvent, j'ai très souvent vu des beaucoup concours. de mentions rejected. Refusé. Refusé. Il y en avait qui étaient particulièrement bien pensés. Il Oui. devait avoir, j'imagine, Oui. un peu de regret. Oui, c'est un peu de regret. On peut en citer quelques-uns. Oui, toute la période entre 2000 et 2010, quand on avait un baril à $100 et qu'on a multiplié les universités, les cités universitaires, les équipements publics à travers tout le territoire, toute la restructuration et la modernisation du secteur de la justice, on a fait des tas de projets de cours, de tribunaux partout. On a participé à pas mal de concours et on n'en a eu aucun. C'est-à-dire, on n'en a eu aucun. Et Il y a eu quand même des prix. Tu as été lauréat. Je suis lauréat du prix 3 fois de l'architecture. Oui. Et une fois, je crois que j'ai reçu le premier prix du président de la République. Oui. Et ça n'a pas suffi pour te faire gagner. Avec la signature de l'ex-président, que j'expose d'ailleurs. La signature d'Abdelaziz Bouteflika. Oui, pardon. Elle est à vendre si jamais il y a des trucs... Tu n'es pas réduit à ça. Il faut peut-être pas le dire en ce moment. Tu sais qu'au moment où on parle, il y a deux de ces anciens premiers ministres qui sont en ce moment même devant pour des histoires de signature. De ces deux signatures, Monsieur Sellal et Monsieur Yahya, devant le procureur de la Cour suprême. C'est pour dire que reconnaître la qualité, c'est-à-dire que l'ancien concours, ça ne suffit pas. Il faut mettre les conditions pour reconnaître la qualité. Il faut qu'il y ait un minimum de transparence, un minimum de transparence, on va dire ça comme ça. Il faut que les projets soient affichés, il faut rendu public, il faut que le jury soit connu. Alors sur un plan économique, quand même, mettre des équipes pour travailler sur une étude, sur un dessin, pour un concours, etc. C'est un mois et demi de boulot. C'est un mois et demi de boulot. C'est déstabilisant si on rate beaucoup de concours. Ah, bien sûr. Sur le plan économique, bien sûr. À l'étranger, il y a des indemnisations qui couvrent, même pas très bien, mais qui couvrent quand même la mobilisation des équipes et des moyens. Mais chez nous, on fait les concours sur notre propre trésorerie, je veux dire. D'où, par exemple, MLM, ton cabinet a choisi de ne pas aller sur le plus grand appel d'offres, appel à projet, concours d'architecture, celui de la mosquée d'Alger. C'est à cette époque-là qu'on s'est connus. Non, la mosquée d'Alger, non, on n'était pas éligible. C'est bête, mais on n'était pas éligible. Ils avaient mis des conditions de chiffre d'affaires. En consortium, vous auriez pu. Oui, on aurait pu, mais ça me dégoûtait d'y aller en consortium. Je veux dire, il n'y a pas de raison d'aller en consortium pour pondre une idée pour une mosquée. Je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, c'était... C'est quand même... Oui, non. Un mastodonte. L'idée aurait été de lancer un concours d'idées ouvert aux architectes. Retenir l'idée. Et après, s'il faut doper l'équipe par de la compétence, ça se fait. Mais après, c'est un soutien technique. Mais poser une idée, tu n'as pas besoin d'être allemand pour poser une idée sur une mosquée, quoi. Ou l'ISO allemand, pour ceux qui ont gagné le concours. Ce qui est débile à l'époque, c'est qu'on m'a appelé pour me dire, Monsieur Marham, est-ce que vous voulez faire partie du jury de la grande mosquée? Alors je leur ai dit, soyez cohérents, je ne suis pas habilité ni éligible à dessiner une mosquée. Vous voulez que vous me donnez l'habilitation pour faire partie du jury, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans votre histoire. Oui. Mais bon, voilà, à cette époque-là, on avait pour un certain nombre de concours des conditions où on n'était pas éligible. Je prends l'université de Saïd Hamdine, je prends la fac de médecine. Il fallait avoir un chiffre d'affaires, un nombre de personnel, des moyens et tout pour dessiner une petite université. Ça n'avait pas de sens. Donc on ne pouvait pas accéder. Quand on était sur d'autres concours nationaux, il s'est installé sur les 10 ans une espèce de
Je sais pas, est-ce qu'il y a un autre mot que mafia qui soit plus gentil que mafia? Et ça, en ce moment, c'est ça va. Bon, je sais pas comment on va les appeler. Al-Mohem, il y avait une espèce de groupe d'architectes que j'appelle la Juzia Connection parce qu'ils sont presque tous de Constantine et qui ont squatté la commande publique d'est en ouest, du nord au sud pendant 10 ans. Et donc, tu le laissais à Annaba, tu le retrouvais à Tlemcen, tu le laissais à Tlemcen, tu le retrouvais à Alger. Et donc, on n'avait pas accès parce qu'ils avaient fabriqué un réseau autour de la commande publique qui était pratiquement impénétrable. Alors, la commande publique, on a compris toutes les difficultés à pouvoir y accéder de manière constante, régulière, pour faire fonctionner le cabinet. La commande privée a émergé aussi ces dernières années. Ces dernières années, la commande privée a émergé. Moi, j'étais surpris, en visitant donc l'exposition, de voir que le principal chantier sur lequel tu as travaillé ces dernières années, le complexe de Rusica à Skikda, sur 13 hectares, 30% d'occupation au sol, pour aller passer ses vacances au bord de la Méditerranée, c'est quand même un promoteur public. Oui. Un promoteur public, mais qui fonctionne comme un privé. C'est le secteur privé de l'État, je veux dire. C'est un fonds d'investissement algéro-saoudien, géré par le directeur général est algérien, c'est un grand fonctionnaire du ministère des Finances, comme on aimerait en multiplier par 100. Et donc, c'est là où l'équation algérienne est toujours compliquée, parce que le tout privé ne marche pas, parce qu'on a un privé qui est à l'image de l'État, je veux dire. Il n'est pas vertueux parce qu'il est privé. Il arrive aux affaires dans des conditions qu'on connaît, il fait des affaires dans les conditions qu'on connaît. Et l'avoir comme maître d'ouvrage, il faut vraiment qu'il ait de la culture pour pouvoir faire de l'architecture. C'est-à-dire, il n'est pas dit que tu fasses de l'architecture avec un privé. Et les privés qui t'ont commandé des choses, parce que j'ai vu que tu avais signé, par exemple, le siège de BNP à Bab Zouar. Non, c'était le concours. Le siège a été fait par un confrère. Là, on avait perdu le concours, on l'avait fait avec ATSP. Mais je veux dire, le privé n'est pas une garantie de qualité. L'État n'est pas une garantie de qualité. Mais l'État, il a un regard sur l'amortissement, sur l'investissement, qui permet de ne pas mettre des pressions supplémentaires de spéculation dans un projet. Donc, ce qu'on aurait pu faire à Skikda avec ce promoteur public, même s'il est de statut presque privé, je pense pas qu'on l'aurait pu le faire avec un promoteur privé qui aurait multiplié les mètres carrés par 2 et l'occupation au sol par 2. Donc voilà, c'est là où la question de l'architecture et de l'urbanisme pose vraiment le problème du rôle de l'État et du rôle du privé. C'est-à-dire les deux sont complémentaires et les deux sont nécessaires pour que les choses se passent bien. Alors j'imagine que, donc on a bien compris un peu les difficultés, les problématiques quand tu as en face de toi un promoteur public. Tu as signé des études pour des promoteurs privés, et quand tu discutes avec un promoteur privé, ça frite sur notamment l'intensité de l'occupation. Ah oui. Sur ça que ça va friter. C'est pour ça que je travaille pas avec les promoteurs privés qui sont des espèces de grosses machines à production de logements qui ont remplacé l'ADL par autre chose qui n'est pas plus intellectuellement plus réussi que l'ADL. Et donc ça signifie que tu vas signer des choses plutôt recherchées. C'est ça, c'est-à-dire je travaille sur des petits projets avec des promoteurs qui viennent me chercher. C'est un acte volontaire de venir chez moi. Et donc ils savent qu'ils ont à négocier un certain nombre de choses. Il y a des choses que je fais passer, il y a des choses que je passe pas. Il faut que j'ai un plaisir intellectuel et il faudrait qu'à l'arrivée, je sois... le côté responsabilité, il faut qu'il soit soft. Voilà, je suis pas un architecte de promoteur. Je peux faire de l'architecture avec un promoteur, mais je ne suis pas un architecte de promoteur. Pas un architecte de promoteur parce que MLM, c'est quand même beaucoup une réflexion sur l'urbanisme et sur la manière d'occuper, de restructurer, de faire vivre la ville. Oui. Notre métier est un métier de responsabilité. Et les dernières fois, on s'est vu à Radio M, c'était autour de problématiques de ce type-là. Notre métier est un métier de responsabilité et donc on a nos interventions en ville, notre regard sur la ville doit être précis, précieux, citoyen, voilà, architecte citoyen, ça veut tout dire. Et on est aussi là, on est à l'intersection, j'allais dire, d'enjeux privés puisqu'on bosse pour des privés, mais on est quand même là pour garantir l'intérêt public et l'intérêt général. Et donc on est vraiment une espèce de facilitateur ou de pacificateur
pratiquement sur tous les sujets qu'on fait, entre des enjeux privés et des enjeux publics. Alors, c'est à ça qu'on sert. Alors, le type d'enjeu que tu es en train de citer, c'est par exemple comment implémenter un bâtiment comme l'Historial sur la rue Al-Harbi Ben Mehdi, à côté d'un immeuble haussmannien, et réussir à faire une espèce de mixture sympathique où les deux bâtiments se regardent avec le respect qu'ils doivent l'un à l'autre. Voilà, il y a le bâtiment 19e, il y a le bâtiment qui signe bien qu'il a été fait dans les années 2005-2006. Les deux s'expriment, les deux sont là. Et j'espère bien que le bâtiment de l'Historial fera partie du patrimoine, je veux dire. Oui, on a un autre enjeu de ce type avec l'immeuble au-dessus de la Parisienne, qui est devenu symbolique avec le Hirak, voilà, comme quoi occupé par la population. C'est ça, comme quoi ce côté patrimonial n'est pas forcément dû à l'architecture, il est dû aussi aux événements et aux hommes. À la façon dont les gens vont l'occuper et le faire vivre. Exactement. Al-Burj, avec l'immeuble, il y a le palais, le fameux palais du gouvernement, le palais du peuple d'Al-Burj, qui est une promotion de la Carcasse, qui est devenu un lieu de la souveraineté populaire. C'est ça, et ça pose un problème sur notre regard sur le patrimoine. Parce que nous avons une culture du patrimoine qui est très culture française. Et là, les événements qui viennent d'arriver, tout ce Hirak, d'abord a permis de poser un nouveau regard sur le tissu 19e, a permis de poser un nouveau regard sur des choses comme ça, de carcasses, qui ont aujourd'hui une valeur patrimoniale qui n'est pas forcément la valeur patrimoniale telle que la verraient les architectes. On aurait pu discuter des heures, l'Harbi Marhoum. Bon, l'exposition, j'ai jusqu'au 18, il faut suivre la page. Tu as compris qu'il fallait faire la promotion. On va y revenir. Voilà, peut-être que je suis un libéral de gauche. Et donc, il y a des petites rencontres qu'on va organiser qui sont ouvertes aux jeunes. Cette exposition, c'est pour les jeunes et surtout pour les jeunes architectes. Alors nous, on va te souhaiter que le mouvement populaire libère les lieux publics et les restitue à la société civile et qu'on puisse venir aussi visiter cette exposition dans l'immeuble que tu as dessiné, l'Historial, sur l'Historial ou la Omama. On pensait la faire Omama, mais c'était impossible au mois de février de pouvoir poser une exposition. Je suis un peu critique dans des espaces publics, alors tout le monde criait au 5e mandat. C'était un peu critique avant le 22 février. Aujourd'hui, elle passe tranquillement. Non, aujourd'hui, sincèrement, je me suis dit c'est peut-être un sujet qui est dépassé par le Hirak, mais des amis m'ont convaincu que finalement ça rentrait dans cette volonté de changement et dans cette volonté de poser un nouveau regard et aussi de faire le bilan. C'est une partie de bilan, une partie de prospective. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Algérien a besoin aussi bien de voir devant, mais aussi de faire le bilan de comment on en est arrivé là et quels sont les verrous qu'il faut débloquer et quelles sont les voies qu'il faut suivre. L'architecture, le chemin le plus court pour aller vers Dieu. Vers Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'Harbi Marhoum. C'était un plaisir. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. L'émission d'entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, les ou des azalekum.